Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de la section neuropsychiatrie de l'AFPBN. Alors l'AFPBN, c'est l'Association française de psychiatrie biologique et de neuropsychopharmacologie. Et comme vous le savez probablement, elle est divisée en différentes sections. Et nous sommes donc porteurs de la section neuropsychiatrique parce que on promouvoit les interactions entre les neurologues et les psychiatres du fait d'interactions très fortes dans la clinique et pour nos patients. Nous vous encourageons effectivement tout au long du webinaire à oser poser vos questions dans le petit item questions. On prendra les questions tout à la fin. Et puis, comme vous le savez peut-être, vous pouvez avoir des attestations de présence à ces webinaires, mais pour cela, il faut adhérer à la FPBN et pas que pour cela. C'est aussi une association très active et nous avons besoin de vous tous. Je laisse la parole à Guylaine Carle-Tout-le-Monde, qui est psychiatre à Toulouse et grand spécialiste des troubles neurologiques fonctionnels et qui va vous présenter un peu plus ce webinaire. Merci Coraline, bonjour à toutes et tous. Donc on est vraiment ravis de pouvoir organiser ce webinaire sur cette thématique. Donc on a pour cela aujourd'hui trois intervenants très pertinent sur chacun de ces domaines-là. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Dans un premier temps, étant donné que cette thématique est autour de la maladie de Parkinson et de la question de la maladie considérée comme une maladie neurologique ou psychiatrique, on va parler de troubles de l'humeur et de maladie de Parkinson dans un premier temps avec le professeur Dominique Drapier de Rennes qui va nous développer ce sujet-là. Ensuite, le docteur Béatrice Garcin de Bobigny va nous parler des troubles neurologiques fonctionnels et de la maladie de Parkinson, les liens qu'on peut en faire entre ces deux pathologies. Et pour finir, le docteur Solène Frissement de Nancy, neurologue, parlera des manifestations psychiatriques liées au traitement de la maladie de Parkinson. Je laisse Coraline du coup présenter le premier intervenant. Donc, posez bien vos questions tout du long dans l'onglet questions. Et donc, oui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur, il y a une erreur, Dominique Drapier de Rennes, qui travaille depuis très longtemps sur les interactions et les pathologies psychiatriques dans la maladie de Parkinson, qui est l'une de ses spécialités. Nous te laissons la parole. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre introduction et de nous donner l'occasion effectivement de reparler de neuropsychiatrie Parkinson. C'est vraiment l'exemple de la pathologie neuropsychiatrique par définition, je dirais. Donc, je vais vous présenter un petit peu les troubles de l'humeur en fait, du côté dépression et aussi du côté manie, troubles bipolaires, pour montrer que ce sont des liens bidirectionnels entre les troubles de l'humeur d'une part et puis Parkinson de l'autre part. Alors pour démarrer, je voudrais démarrer par cette diapositive parce qu'on a l'habitude finalement de se dire que Parkinson c'est d'abord moteur. Alors c'est vrai que c'est ce qui vient en premier quand on voit des patients, ils sont ralentis sur le plan moteur, ils ont des tremblements, etc. Mais c'est aussi, comme vous pouvez le voir finalement sur cette présentation, c'est tout ce qui est en vert clair en dessous, une maladie aussi qui est très non motrice, avec des symptômes qui peuvent être variables, qui sont alors des symptômes en fait qui sont pas psychiatriques forcément. On peut avoir des symptômes urinaires, on peut avoir des symptômes d'hypotension orthostatique, mais aussi beaucoup de symptômes psychiatriques. À la fin finalement de l'évolution des troubles démentiels, des hallucinations liées à des symptômes psychotiques, mais très tôt finalement dans l'évolution, et y compris dans la phase prodromale, et c'est là tout l'enjeu finalement pour nous psychiatres de pouvoir faire le diagnostic relativement tôt, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, et puis des troubles du sommeil qu'on pourrait essayer d'explorer, qui sont assez caractéristiques aussi des symptômes prodromaux finalement de la maladie de Parkinson. Donc des symptômes à prendre en compte puisqu'ils sont présents, comme vous le voyez, dans les 5 années qui précèdent le diagnostic de Parkinson. On va voir dans cette étude très rapidement, dans les 5 premières années, un écart entre le groupe des patients parkinsoniens et les groupes contrôle pour les items de la dépression, de l'anxiété et de l'asthénie. Et on voit que cette différence, elle est très rapidement significative et donc à prendre en compte assez rapidement pour notre diagnostic et pour se dire, devant des gens en fait, qui ont des troubles anxieux, des dépressions ou de l'asthénie importante, eh bien, est-ce qu'on a des symptômes qui sont évocateurs aussi de troubles neurologiques parkinsoniens?
Alors, dans un premier temps, je vais vous développer un petit peu la question en fait, de la dépression et Parkinson. Puis après, on reparlera des troubles bipolaires et en fait de la manie. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire finalement quand on est parkinsonien, quand on a fait le diagnostic et qu'on évoque la dépression sur le plan épidémiologique déjà. Sur le plan épidémiologique, on a des symptômes dépressifs à hauteur de 35%, ce qui est relativement important. Donc, ça ne rejoint pas les critères diagnostiques de l'épisode dépressif majeur, mais par contre, on retrouve quand même la dépression caractérisée dans 20% des cas, ce qui est quand même important par rapport au sujet contrôle en fait du même âge, où on a plutôt 2,6% chez les hommes et 6% chez les femmes. Donc après 55 ans, donc une surreprésentation de la dépression dans le groupe parkinsonien. On peut en dire que le risque suicidaire est plus important que dans la population générale, donc c'est évidemment par définition un groupe à risque. Et on peut en dire aussi que même si effectivement on la retrouve le plus fréquemment cliniquement lorsque on est dans la phase d'état de la maladie, il faut avoir le souci constant de la rechercher dans les mois et même dans les années qui précèdent le déclenchement moteur de la maladie. Quels sont les facteurs de risque? Eh bien, ils sont relativement classiques pour ce qui est du sexe féminin et des antécédents familiaux de dépression. Ça, c'est comme dans toutes les dépressions. Il n'y a pas de changement particulier. Mais on s'attardera effectivement sur les patients qui ont des évolutions plus sévères, plus longues, avec un début plus précoce, avant 50 ans, qui vont présenter des symptômes concomitants comme l'apathie, on y reviendra, ou des fluctuations motrices importantes, et puis peut-être des sous-groupes génétiques qui sont peut-être à l'origine de cette surreprésentation. En tout cas, devant ces facteurs de risque-là, on va s'interroger de savoir si on n'a pas une présentation clinique un petit peu particulière de cette dépression. Donc, si on a des gens qui sont déprimés parkinsoniens, eh bien, sur le plan clinique, qu'est-ce que ça va nous dire? C'est pas simple finalement de faire cet examen-là parce que ce sont déjà des patients qui s'expriment pas volontiers, donc il faut aller rechercher les informations, il faut pas hésiter à le faire. La lexithémie des sujets un peu plus âgés, c'est quelque chose qu'on connaît bien, elle est encore plus présente, je pense, chez les patients parkinsoniens. Tout le fond du problème, c'est finalement c'est l'overlap qu'on va trouver entre les symptômes moteurs qui sont là sur votre droite et qui vont aller brouiller finalement la présentation clinique de la dépression, donc avec le ralentissement psychomoteur, l'asthénie, la perte de libido, la perte de poids, les troubles du sommeil, les plaintes somatiques, les troubles cognitifs et éventuellement les troubles de la concentration. C'est vraiment des symptômes de dépression qu'on a l'habitude d'aller chercher quand on examine des sujets déprimés qui ne présentent pas en fait de troubles neurologiques. Et bien là, on va effectivement pas pouvoir s'appuyer dessus parce qu'ils sont aussi mus finalement par la pathologie neurologique qui est sous-jacente. Et donc on va se reporter plutôt sur des symptômes qui sont plus typiquement corticaux, je dirais, sur le plan de l'humeur et donc avec l'aggravation matinale de la tristesse. Ce sont des gens qui sont moins bien le matin que le soir, ce qui dans d'anciens modèles pouvait plaider pour des maladies plutôt endogènes que exogènes, c'est-à-dire un peu moins soumises aux événements. Une humeur dépressive qui est persistante et qui est envahissante, donc on va vraiment interroger sur les cognitions qui sont liées à la dépression plutôt que sur les aspects moteurs par définition, la perte d'intérêt, puis la vision négative de l'avenir qui est un symptôme aussi important à essayer de rechercher. La présentation clinique, est-ce qu'elle est particulière? Eh bien, pas forcément. Donc on a des choses qui peuvent ressortir en termes d'irritabilité, de pessimisme, je l'ai déjà dit. On peut avoir des formes quand même relativement sévères qui sont rares, mais quand elles sont présentes, elles sont vraiment importantes avec des symptômes psychotiques. Des problèmes de diagnostic différentiel aussi avec la question de l'apathie qui est surreprésentée en fait chez les sujets parkinsoniens, jusqu'à 40% en fait des patients. La grosse différence est finalement l'absence de souffrance morale qui va discriminer entre des patients apathiques et des patients déprimés. Je rappelle que l'apathie ne répond pas aux antidépresseurs ou très mal et que donc ce n'est pas la bonne stratégie thérapeutique. Il est important de faire le diagnostic différentiel. Important aussi les fluctuations motrices avec la recherche des off-thymiques, c'est-à-dire que l'évaluation des sujets parkinsoniens doit se faire quand même avec un traitement dopaminergique suffisant pour ne pas être brouillé en fait par cette question qui est effectivement importante. Donc, si on sort finalement du sujet parkinsonien diagnostiqué et qu'on va chez nos patients qui sont déprimés, est-ce qu'ils sont à risque de faire du Parkinson? Eh bien, la réponse est oui. Après 55 ans, un sujet de plus de 55 ans qui va développer une dépression, donc il n'a pas d'antécédent de dépression,
premier épisode de dépression après 55 ans est tout à fait à risque de développer un Parkinson avec des scores plus sévères sur les items moteurs, sur les items de sommeil et sur les items de l'apathie, justement, on en parlait. Si on va de l'autre côté du spectre des troubles de l'humeur, la manie, qui sur le plan clinique ne va pas présenter de particularité en dehors de l'interférence, du ralentissement moteur, qui est là pour le coup un petit peu accéléré, probablement avec quand même des éléments d'atypicité motrice, bon, très bien, mais sur le plan du fonctionnement psychologique ou psychopathologique des éléments maniaques, on va retrouver la même chose que ce qu'on a l'habitude de trouver. Le Parkinson et puis la manie, c'est aussi le terrain des manies induites par les traitements dopaminergiques et par les agonistes dopaminergiques, y compris d'ailleurs la stimulation cérébrale profonde, qui vont être tout à fait pourvoyeurs de manie. Mais il y a aussi des vraies manies, des vrais troubles bipolaires qui sont induits, enfin qui sont présents chez les sujets parkinsoniens. Si on prend par exemple cette étude, je suis parkinsonien, est-ce que je suis plus à risque de développer un trouble bipolaire? Eh bien, la réponse est oui. Sur ces 100 sujets interrogés, examinés consécutivement, on voit une surreprésentation des troubles d'humeur déjà pour 60% d'entre eux et 32% qui vont présenter des troubles bipolaires de toutes sortes, unipolaires certes, mais aussi des types 1, des types 2, des hypomanies spontanées ou induites. Et donc, chez des malades qui présentent un début de maladie plus précoce, avec plus de mouvements anormaux et plus de troubles du contrôle des impulsions, eh bien, ce profil de malade-là est plus à risque de développer un trouble bipolaire à partir du moment où on a fait le diagnostic de Parkinson. C'est confirmé par différentes études. Celle-ci, par exemple, qui est une review avec une méta-analyse qui va confirmer effectivement ce lien fort qui existe entre troubles bipolaires et Parkinson. Et on va retrouver effectivement de la conclusion des auteurs que pour tout sujet parkinsonien qui va présenter des éléments maniaques, il faut absolument, enfin pour tout sujet bipolaire qui va présenter des symptômes moteurs, eh bien il est bien plus à risque de développer le Parkinson, ce qui doit nous donner un signe d'alerte pour tous nos patients bipolaires qui ont reçu, et ils sont nombreux, des antipsychotiques ou des neuroleptiques, et dont on va rationaliser finalement les troubles moteurs par les effets indésirables des antipsychotiques. Eh bien, c'est des fois ça, mais c'est aussi fréquemment en fait des vrais troubles parkinsoniens qui se développent et donc qui sont à rechercher systématiquement. Donc on voit aussi sur des études sur de plus grands nombres l'association entre ce trouble bipolaire et ce trouble parkinsonien qui est vraiment caractéristique. Alors quelle physiopathologie derrière tout ça? Elle est éminemment complexe, bien sûr des atteintes des voies sérotoninergiques et dopaminergiques par la diffusion des corps de Lévy probablement, par des atteintes des voies neurofonctionnelles qui sont tout à fait communes entre les troubles bipolaires et puis enfin, les troubles de l'humeur d'une manière générale et puis les troubles parkinsoniens. Des associations aussi qui sont cliniques sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire que plus on va faire d'épisodes dépressifs, plus on a un risque de trouver des troubles cognitifs et des maladies neurodégénératives, plus on va faire d'épisodes mixtes ou maniaques quand on est bipolaire, et plus on va développer aussi des dégradations cognitives, et puis aussi des hypothèses dopaminergiques, c'est-à-dire de dire que dans les phases dépressives, on va être en hypodopaminergie, et puis finalement, il y a des up-regulations qui vont se faire pendant les phases maniaques, et donc cette désynchronisation dopaminergique sur les récepteurs va provoquer une susceptibilité à développer des mouvements extrapyramidaux et à développer aussi des Parkinson authentiques. Ce sont des hypothèses, il y en a d'autres dans le domaine inflammatoire ou dans le domaine génétique. Alors la prise en charge, elle est psychothérapeutique pour tous les patients dès que c'est possible. Elle est d'abord sur la modulation du traitement dopaminergique. Donc la première chose à faire, évidemment, quand la dépression n'est pas trop intense, pour les dépressions légères à modérées, ça va être de réguler finalement le traitement dopaminergique pour essayer d'avoir un effet dopaminergique dessus. Puis après, lorsque c'est nécessaire, quand on a fait le diagnostic, eh bien les IRS toujours en première ligne, il n'y a pas de changement par rapport à ça. C'est important avec l'adage démarrer lentement, continuer lentement. On va vraiment monter les posologies très progressivement, un peu plus lentement que chez les sujets qu'on a l'habitude de prendre en charge. L'alternative, quand ça fonctionne pas, il y a les IRS-NA, évidemment, que j'ai pas noté ici, qui sont une étape intermédiaire intéressante entre les IRS et puis les cris cycliques.
L'intérêt, c'est finalement que sur le plan du résultat thérapeutique, on a quand même des bons résultats avec les tricycliques quand on les a pas avec les IRS. L'inconvénient, effectivement, c'est l'intolérance, surtout sur le plan cardiovasculaire et puis urinaire. Des contre-indications à prendre en compte, hein, qui sont ici notées avec les EMAO et puis le syndrome sérotoninergique qui est décrit, qui existe, hein, il faut savoir le reconnaître, mais qui n'est pas systématique. Les ECT, rapidement, un niveau de preuve important, hein, donc il faut y penser rapidement. Des fois, c'est beaucoup plus simple finalement de faire une cure de CT que de faire des ascensions thérapeutiques avec des effets indésirables. Donc, y penser toujours, le faire souvent, d'autant plus qu'il y a des améliorations motrices. Donc, finalement, le patient en sort largement gagnant. L'épisode maniaque, finalement, il n'y a pas grand-chose de particulier. Alors, il n'y a pas grand-chose de publié de très spécifique. Pas grand-chose de particulier en termes de prise en charge, si ce n'est qu'on est sur un terrain fragile sur le plan moteur par définition. Donc, on est embêté avec les traitements antimyorégulateurs qui aggravent les syndromes pyramidaux et les tremblements. Donc, ça, c'est un fait. Alors, il faut voir le bénéfice-risque. L'intensité du trouble bipolaire doit faire vraiment discuter quand même le Théravit, parce que ça permet quand même de stabiliser les choses. Et on essaiera par ailleurs, en lien avec le neurologue évidemment, de gérer le traitement moteur pour qu'on soit au mieux. L'intérêt aussi des antipsychotiques, alors la kétiapine éventuellement, mais qui n'est pas dépourvu d'effets indésirables moteurs, la clozapine, dans les cas résistants ou pas, probablement il faut y aller assez rapidement. Les benzodiazépines éventuellement sont une solution. Voilà, donc simplement pour conclure et pour rappeler que ce sont des troubles psychiatriques qui sont fréquents, hein, les troubles de l'humeur dans la pathologie parkinsonienne, il faut y penser, il faut les repérer, et un message important, donc c'est bidirectionnel, c'est-à-dire je suis déprimé tardif ou je suis bipolaire, je suis à risque de faire un Parkinson, donc prudent sur les antipsychotiques chez les déprimés tardifs et chez les bipolaires un peu plus âgés, ou même plus tôt, et puis je suis parkinsonien, puis je suis aussi à risque de faire des dépressions et des troubles bipolaires. Voilà. Je vous remercie. Merci Dominique pour cette présentation pour faire des éléments à la fois sur le plan clinique, mais aussi beaucoup d'aspects pratiques pour la pratique clinique du quotidien. C'est très instructif. On va continuer ce webinaire avec donc la suite du programme, à savoir donc la thématique des troubles neurologiques fonctionnels et maladie de Parkinson, qui est une thématique qui émerge de plus en plus dans la littérature. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir le docteur Béatrice Garcin, qui est MCU PH en neurologie au CHU d'Avicenne à Bobigny, qui s'occupe à la fois des consultations de diagnostic et de prise en charge des troubles neurologiques fonctionnels, qui est aussi en charge des consultations de mémoire, et qui est une grande spécialiste des troubles neurologiques fonctionnels, bien reconnue en France maintenant, donc qui va nous parler plus en détail de cette thématique. C'est à toi, Béatrice. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est le partage du coup? Vous voyez bien ma présentation? Bon, j'en déduis que oui. Donc, je vais vous parler des troubles neurologiques fonctionnels. Tout à fait. Des liens entre troubles neurologiques fonctionnels et maladie de Parkinson. Alors en fait, ça regroupe deux aspects différents. D'une part, le Parkinson fonctionnel, c'est-à-dire le Parkinson comme forme clinique de troubles neurologiques fonctionnels, et d'autre part, la présence de troubles neurologiques fonctionnels dans la maladie de Parkinson. Donc, on va d'abord parler du Parkinson fonctionnel. Alors, juste pour resituer, qu'est-ce que c'est que le trouble neurologique fonctionnel? Eh bien, c'est une maladie fréquente, c'est le deuxième motif de consultation en neurologie, et ce sont des symptômes neurologiques qui sont réversibles, qui sont liés plutôt à une dysfonction qu'à une lésion, et qui surviennent chez des personnes ayant une vulnérabilité individuelle. Donc, les TNF se manifestent par des troubles moteurs, par des crises fonctionnelles dissociatives, et ou par d'autres présentations cognitives, sensorielles, etc. Donc la question qu'on pose là, c'est est-ce que les troubles moteurs fonctionnels peuvent se manifester par un syndrome parkinsonien? Et la réponse est oui. Dans cette cohorte de patients qui ont été vus à la Salpêtrière pour un trouble moteur fonctionnel, sur 482 patients, vous voyez qu'à peu près 2% d'entre eux se présentaient avec un parkinsonisme.
Et si on regarde de manière plus grosse, sur une cohorte de près de 5000 patients vus dans 28 pays pour troubles moteurs fonctionnels, vous voyez qu'à nouveau, à peu près 2% d'entre eux se présentaient avec un parkinsonisme. Et si on regarde les caractéristiques démographiques de ces patients, on voit que les patients qui avaient un parkinsonisme étaient plus âgés et plus souvent des hommes que les autres patients présentant un trouble moteur fonctionnel. Donc la question qu'on pose là finalement, c'est d'un point de vue clinique, comment est-ce qu'on fait pour distinguer le parkinsonisme fonctionnel de la maladie de Parkinson ? Alors ça peut peut-être vous paraître évident, mais en fait quand on regarde les résultats de cette étude, on voit que finalement c'est probablement pas si simple. Ce que vous voyez là, c'est que chez des patients qui ont fait un DaT-scan, quand on compare le diagnostic clinique au résultat de la scintigraphie, on voit que 43% des patients qui avaient un diagnostic de Parkinson neurodégénératif avaient en fait un DaT-scan normal, donc probablement un trouble neurologique fonctionnel. Et à contrario, 47% des patients qui avaient un diagnostic de trouble neurologique fonctionnel avaient en fait un DaT-scan anormal et donc vraisemblablement une pathologie neurodégénérative sous-jacente. Alors, pour illustrer ça, je vais vous montrer quelques vidéos que je ne vais pas commenter plus. Sachez que dans ces vidéos, la moitié des patients ont un Parkinson clinique neurodégénératif pur et l'autre moitié a un TNF. Et vous voyez quand même globalement que ça se ressemble, c'est pas forcément évident. Alors, on va avancer. Donc, si on regarde l'ensemble des données publiées de patients ayant un Parkinson fonctionnel, on a retrouvé 16 études, donc 120 patients. Et voilà globalement les caractéristiques. Au niveau de l'histoire clinique, ce qui doit nous alerter dans le Parkinson fonctionnel, c'est surtout le mode de début brutal, avec une évolution d'emblée maximale, des fluctuations et possibilité de rémission spontanée, donc qui vont s'opposer à l'évolution lentement progressive de la maladie de Parkinson. Au niveau des caractéristiques démographiques, on voit que les patients qui ont un Parkinson fonctionnel sont un peu plus jeunes et plus des femmes, mais il y a un énorme chevauchement de caractéristiques, donc ça ne peut pas être un critère suffisant. La sensibilité à la L-DOPA est très faible ou absente chez la majorité des patients. Alors, si on s'attaque maintenant aux caractéristiques vraiment sémiologiques du syndrome parkinsonien, donc tout d'abord le tremblement. Alors, je mets des vidéos. Donc, à gauche, c'est un tremblement fonctionnel et à droite, un tremblement parkinsonien. Donc, le tremblement fonctionnel, sa caractéristique principale, c'est qu'il est variable en termes de fréquence avec un effet d'entraînement. Donc, l'effet d'entraînement, c'est ce que vous allez voir là sur la vidéo, c'est le fait que le tremblement va adopter la fréquence de la mesure quand on demande au patient de battre la mesure. Ce tremblement fonctionnel, il survient dans toutes les modalités, au repos, lors du maintien de l'attitude et de l'action, ce qui s'oppose au tremblement parkinsonien qui survient essentiellement pendant le repos. Et il est distractible, c'est-à-dire qu'il va disparaître lorsqu'on détourne l'attention du patient vers une autre tâche motrice ou vers une tâche cognitive, contrairement au tremblement parkinsonien qui va à ce moment-là plutôt augmenter. Et ces caractéristiques spécifiques du tremblement fonctionnel, on peut les documenter, les objectiver à l'aide d'un enregistrement du tremblement qui va objectiver la distractibilité, la variabilité en fréquence et l'effet d'entraînement. Ensuite, les autres caractéristiques du syndrome parkinsonien, c'est la rigidité et l'akinésie. La rigidité fonctionnelle, elle a une caractéristique principale, c'est qu'elle va être diminuée lors des manœuvres d'attention détournées. On parle d'une rigidité plutôt oppositionnelle et qui s'oppose, qui est contraire à la rigidité parkinsonienne qui, elle, va augmenter pendant les manœuvres de distraction et c'est ce qu'on appelle la manœuvre de Froment. La dernière caractéristique du syndrome parkinsonien, c'est l'akinésie. Donc, l'akinésie fonctionnelle va se manifester essentiellement par une lenteur d'exécution du mouvement sans décrément, c'est-à-dire que cette lenteur n'augmente pas au cours du temps. Elle reste un peu constante, contrairement à l'akinésie parkinsonienne qui, elle, va se majorer au fur et à mesure de la réalisation de la manœuvre.
Et puis enfin, la marche parkinsonienne va être caractérisée par une perte du ballon du bras, avec les deux bras qui restent en adduction sur le côté, une marche un peu robotique avec parfois un lâchage des genoux, alors que dans la marche, je vais y arriver, parkinsonienne, on a une diminution du ballon du bras qui est asymétrique et qui prédomine du côté le plus atteint. Et puis pour finir, dans le cadre du Parkinson fonctionnel, on va aussi avoir d'autres signes de troubles neurologiques fonctionnels, avec notamment le signe de Hoover, qui est en fait la normalisation du testing du grand fessier lors de la flexion contralatérale de la hanche saine. Donc, c'est ce que j'évalue là sur cette petite vidéo. En fait, j'observe une normalisation du testing du grand fessier droit lors de la flexion de la hanche gauche. On peut avoir aussi d'autres signes de troubles neurologiques fonctionnels, notamment lors du testing, un sédage par à-coup, une atteinte sensorielle non anatomique, une dystonie fixée, etc. Donc, si on reprend... pour finir, l'élément clé au niveau des examens paracliniques, ça va être la scintigraphie DaTscan ou TEP à la fluorodopa, qui permet en fait de rechercher l'existence d'une atteinte neurodégénérative sous-jacente. Cette scintigraphie va être normale dans le Parkinson fonctionnel, alors qu'elle va être dénervée, atteinte dans le Parkinson neurodégénératif. Donc, si on reprend les petites vignettes que je vous ai montrées rapidement au début, les deux patients du haut avaient en fait une scintigraphie DaTscan normale, avec pour le premier donc un signe de Hoover positif qui nous confortait dans les diagnostics, et pour la deuxième patiente, on a observé en fait une normalisation, une disparition du syndrome parkinsonien après l'application de stimulation magnétique transcrânienne à type de potentiel évoqué moteur répété. Les deux patients du bas avaient par contre un DaTscan dénervé, donc confortant, confirmant l'existence d'une atteinte neurodégénérative. Alors, je vous propose de regarder plus en détail cette vidéo. Voilà. Alors, regardez, avec la main gauche, vous allez taper en même temps que moi. Donc, ce patient a un DaTscan Concentrez-vous dénervé bien sur la main gauche, que la main gauche. Maladie 2, de Parkinson. 4, 5, 6, même rythme que moi. Mais ce qu'on voit aussi vite, là, allez aussi vite que moi. C'est qu'il y a une distractibilité avec initialement un effet d'entraînement, puis en fait une disparition du tremblement lorsque le patient bat la mesure. Alors ça pose une question, est-ce que ce patient, il n'a qu'une maladie de Parkinson ? Finalement, on lui a proposé à lui aussi l'utilisation d'un traitement par stimulation magnétique transcrânienne avec l'application en fait de potentiel évoqué moteur répété, donc stimulation au-dessus du seuil moteur. Donc vous dites que ça a amélioré. Ça a amélioré beaucoup. Ouais. Vous direz que ça a amélioré de combien de pourcents à peu près 30% à peu près, ou 40%. D'accord. Et ça a amélioré sur quoi, du coup? Sur les tremblements? Sur les tremblements, sur les douleurs. Et c'est vrai que là, on voit les tremblements, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez mettre les bras droits devant vous? Donc, ce qu'on voit, c'est que ce patient, en fait, il a vraisemblablement à la fois une maladie de Parkinson et un trouble neurologique fonctionnel. Et ça m'amène à la deuxième partie de ma présentation, les troubles neurologiques fonctionnels dans la maladie de Parkinson. Alors, c'est vrai que spontanément, on a tendance à se dire que maladie de Parkinson et troubles neurologiques fonctionnels, ce sont deux maladies distinctes. Pourtant, certaines données laissent penser que les troubles neurologiques fonctionnels sont assez fréquents dans la maladie de Parkinson. Et sur cette cohorte, vous voyez un peu plus de 400 patients ayant une maladie de Parkinson, les auteurs ont retrouvé la présence de signes positifs de troubles neurologiques fonctionnels chez 7% d'entre eux. C'était encore plus fréquent dans la maladie à corps de Lévy. Et ce qui est intéressant, c'est que ces troubles neurologiques fonctionnels avaient débuté avant la maladie de Parkinson dans la grande majorité des cas. Ce qu'ils ont montré également, c'est que les patients qui avaient la copathologie TNF plus Parkinson avaient un déclin cognitif plus rapide, ce qui suggère qu'il s'agit potentiellement d'une forme maligne de la maladie.
Alors pourquoi c'est intéressant de se poser la question? Parce que si on n'identifie pas le TNF dans un Parkinson, ça peut aboutir à une escalade thérapeutique, voire à l'indication erronée d'une chirurgie profonde. Et à contrario, si on ne diagnostique pas le Parkinson dans le cadre d'un TNF, on fait perdre aux patients la chance, la possibilité d'avoir une amélioration significative sous traitement anti-parkinsonien. Dans cette étude, les auteurs ont comparé 53 patients ayant Parkinson plus TNF à 53 patients ayant une maladie de Parkinson seule. Donc les patients étaient appareillés en âge, en sexe, en durée d'évolution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ceux qui avaient TNF plus Parkinson avaient en effet un équivalent d'OPA plus élevé, donc des traitements plus importants, alors que le score moteur de la maladie de Parkinson était moins sévère chez ces patients. Ils ont aussi montré que les symptômes de TNF, les symptômes fonctionnels, apparaissaient le plus souvent, enfin dans la grande majorité des cas, du même côté que le côté le plus atteint par la maladie de Parkinson. Il s'agissait des mêmes symptômes que ceux de la maladie de Parkinson. Et ici, chez un tiers des cas, les symptômes TNF apparaissaient avant le début de la maladie de Parkinson. Et si on reprend toutes les études décrivant des patients ayant la copathologie Parkinson plus TNF, on retrouve 12 études, soit 121 patients. On voit que l'âge moyen de début donc, est autour de 60 ans, proche de celui de début de la maladie de Parkinson, avec une petite prédominance féminine. Mais surtout, on voit que le TNF survient avant ou en même temps que le diagnostic de Parkinson dans la majorité des cas, chez 60% des patients, que ces symptômes fonctionnels donc, sont le plus souvent les mêmes que ceux de la maladie de Parkinson, avec au premier plan un tremblement et un Parkinson fonctionnel, et que le côté le plus atteint, le côté atteint par le TNF est le côté le plus atteint de la maladie de Parkinson. Donc, ce qui pose la question suivante, est-ce que le trouble neurologique fonctionnel ne serait pas en fait un signe prémoteur de la maladie de Parkinson, au même titre que les troubles du sommeil, l'anxiété et la dépression, par exemple, dont vous a parlé Dominique. Alors, on peut même, du coup, se poser la question d'une physiopathologie commune. Si le TNF est un syndrome prémoteur de la maladie de Parkinson, est-ce que ce n'est pas l'atteinte neurodégénérative du Parkinson qui explique ce TNF associé à la maladie de Parkinson? Et en effet, la dérégulation émotionnelle de la maladie de Parkinson pourrait constituer un facteur prédisposant. La perte dopaminergique elle-même va entraîner une discordance entre le mouvement réel et le mouvement souhaité, qui va du coup nécessiter une attention accrue pour les mouvements et qui pourrait constituer un facteur précipitant. Et si on regarde quelques études, il n'y en a pas beaucoup, mais en IRM ou en EEG, on voit qu'il y a des altérations du réseau par défaut et des rythmes thalamocorticaux qui sont communs aux deux pathologies. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, tout d'abord, si on prend le premier cas du Parkinson fonctionnel, il faut y penser. La sémiologie est spécifique, avec une distractibilité et un effet d'entraînement du tremblement. Le contre-signe de Froment, c'est-à-dire la diminution de la rigidité lors des manœuvres d'attention détournée et de distractibilité, et une bradykinésie sans décrément. Elle peut précéder une maladie de Parkinson, et dans ce cas, on rentre dans le cadre TNF plus Parkinson, qui est une comorbidité pas si rare, avec une physiopathologie possiblement commune, et qui sont, semble-t-il, des formes plus sévères que les Parkinson isolés. Bien sûr, on fera un DAT scan au moindre doute sur l'existence d'une copathologie Parkinson, et pour être honnête, moi, je le fais systématiquement, parce que je me rends compte qu'on se trompe souvent. Et on pourra aussi faire un enregistrement des mouvements anormaux si on a un doute sur une composante fonctionnelle, pour documenter cette composante fonctionnelle dans le cadre d'une maladie de Parkinson. Et puis le traitement, donc c'est avant tout pour le Parkinson fonctionnel, le traitement du trouble neurologique fonctionnel, qui reposera sur l'explication diagnostique au premier plan, la prise en charge par kinésithérapie, la recherche et la prise en charge des 3P, c'est-à-dire les facteurs prédisposants, précipitants et perpétuant les symptômes, plus ou moins différentes approches thérapeutiques complémentaires. Et puis bien sûr, dans la maladie de Parkinson, ou pour les formes TNF plus Parkinson, on y associera le traitement de la maladie de Parkinson, comme d'habitude, selon les recommandations, et reposant donc en grande partie sur les agonistes dopaminergiques et la L-Dopa.
Et je vous remercie de votre attention. Donc, juste un petit aparté pour faire un peu de pub pour le prochain congrès de la Société internationale des TNF, donc prochain congrès qui aura lieu en juin 2024 à Vérone. Et voilà, je vais donc départager mon écran. Merci beaucoup, Béatrice Garcin, pour cette très belle présentation qui remet vraiment en avant les troubles neurologiques fonctionnels, donc ces fameux syndromes conversifs au centre de l'interaction neuropsychiatrique et qui montrent que des pathologies neurologiques ne sont pas si éloignées que ces fameux troubles neurologiques fonctionnels. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Solène Frissement. Solène Frissement est neurologue, elle est même chef de service du service de neurologie du CHRU de Nancy. Elle est spécialisée en mouvements anormaux et en maladie de Parkinson et je trouve que Solène est la plus psychiatre des neurologues. Elle a une approche psychologique très pertinente avec ses patients et elle est même formée à l'hypnothérapie. Merci beaucoup Coraline pour cette très gentille et très belle introduction. Bonjour à tous. Nous allons parler donc des manifestations psychiatriques liées au traitement de la maladie de Parkinson. Alors, dans un premier temps, l'idée c'est de vous détailler ce que c'est que la psychose parkinsonienne, le trouble du contrôle des impulsions et de parler un tout petit peu de l'apathie. Et puis pour aborder ces 3 points, on va surtout s'intéresser au traitement par agoniste dopaminergique et un tout petit peu avec la stimulation cérébrale profonde. Il y a une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est de pouvoir se poser la question et de poser la question aux patients, est-ce que les manifestations psychiatriques sont permanentes, auquel cas l'idée, c'est plutôt d'aller vers une simplification du traitement dopaminergique, on va le voir, ou est-ce qu'il s'agit de manifestations psychiatriques intermittentes qui correspondent alors à des fluctuations non motrices, donc le patient est vraiment capable d'identifier l'apparition et la disparition du symptôme en fonction de sa prise de traitement dopaminergique, et là, c'est plutôt l'équilibration du traitement dopaminergique qui permettra de soulager ces symptômes. Vous avez une belle revue en français qui a été faite sur la psychose parkinsonienne par Ayed Sali qui vous permet de retrouver certains éléments plus détaillés si vous le souhaitez. Concernant la psychose parkinsonienne, lorsqu'elle est associée à la maladie de Parkinson, elle peut comporter des symptômes de sensation de présence, d'hallucination surtout visuelle ou d'illusion. On va les revoir juste après. Ces symptômes doivent être apparus après le début de la maladie de Parkinson clinique, sur la triade parkinsonienne, être récurrent ou continu pendant au moins 1 mois et ne pas avoir d'autres causes identifiables telles qu'une confusion. Ça concerne beaucoup de patients, 20 à 40% des patients, jusqu'à 80% des patients déments, et c'est un facteur de risque indépendant de démence, d'institutionnalisation et de mortalité. Attention, si vous avez un début précoce de phénomènes hallucinatoires dans les mois qui suivent l'instauration de la dopathérapie, toujours pensez au diagnostic différentiel de démence à corps de Lévy. Vous avez sur ce petit graphique les bâtons, que ce soit en pointillé ou en point gras, qui représentent les troubles cognitifs, les chutes, les hallucinations visuelles. Et en fait, vous voyez, quand apparaissent ces symptômes-là, on est vers un déclin plus important jusqu'au décès, en moyenne environ 5 ans. Concernant plus en détail les phénomènes hallucinatoires de la maladie de Parkinson, lorsqu'ils sont mineurs, il s'agit de sensations de présence ou de passage, donc une sensation fugace qui est un animal, un chat noir classiquement, à la périphérie du champ visuel, où il s'agit d'illusions visuelles consistant à la mauvaise interprétation d'un stimulus réel qui conduit à voir quelque chose de vivant ou d'inanimé, là où il y a quelque chose d'inerte, par exemple les écorces des images de droite des arbres. Il y a une prédominance vespérale ou nocturne de ces phénomènes, qui sont en général bien critiqués, en tout cas sur plusieurs années, parfois même d'évolution, et bien supportés et vécus avec un certain détachement, à condition d'en avoir parlé aux patients et de les avoir rassurés par rapport au fait que ce soit intriqué dans la maladie. Puis il y a une aggravation, malheureusement, si on ne fait rien, si on n'est pas vigilant, vers des hallucinations plus angoissantes, avec des personnages, familiers ou non, des animaux, des scènes un petit peu plus effrayantes. Et là, il faut bien sûr réagir beaucoup plus rapidement sur les traitements. Les hallucinations auditives sont rarement présentes et de façon isolée verbale. Si elles sont présentes, elles constituent volontiers la bande-son d'une hallucination visuelle. Voici 2 exemples. On va commencer par la vidéo de gauche. Il s'agit d'un patient parkinsonien. Il y a des copains, c'est ça que vous me disiez? Oui, j'appelle ça des copains. Ouais, parce qu'ils sont plutôt sympas. Ils sont plutôt sympas. D'accord. Et ils font combien?
Ça dépend, ça change à chaque fois. C'est pas les mêmes. Non. C'est des gens que vous connaissez ou pas? Il y a... Non, c'est un sac de nœuds parce que j'ai fait 30 ans de pénitentiaire. Ouais. Et dans les 30 ans de pénitentiaire, il y a des choses qui marquent. Ouais. Donc des fois ils sont là, des fois ils sont pas là. Mais ils ont un rapport avec Il y a eu la une prison. époque où je ne faisais que ça. Je ne rêvais que de la pénitentiaire. D'accord. Mais là, quand vous voyez les personnes, c'est des prisonniers ou des Alors, la gardes plupart du temps, c'est des gens comme moi. D'accord. Et qui sont habillés, vous voyez quoi? Juste les ongles, vous m'avez dit? Vous voyez les... Ah, c'est des ongles. Oui. C'est juste les ongles. Vous les voyez pas habillés, vous voyez pas les vêtements? Non, pas toujours. Je sais qu'il y en a un. J'ai évalué. C'est tout à fait ça. C'est un Mexicain avec un chapeau comme ça. Donc lui, il revient de temps en temps. Oui. D'accord. Il vous parle ou pas? Non. D'accord. Et donc c'est plutôt, vous m'avez dit, la journée, le soir, la nuit? Difficile de faire. Difficile, d'accord. Ils sont là quand ils sont là. Ouais. Et vous leur dites de s'en aller ou pas? Vous leur dites quoi? De rester? Je leur dis rien du tout. D'accord. Tant qu'ils ne me cassent pas les pieds, je... Ouais. Et ils vous embêtent jamais? Non. Et c'est pas angoissant? Pour l'instant, non. Et vous savez qu'ils n'existent pas ou pas? Je pense que je le sais. Ouais. Voilà, on va passer à la vidéo suivante. Donc, ce patient était capable de racontez-moi critiquer, un mais petit des peu. phénomènes visuels quand même complexes. Je défile. Voilà. Allez, exactement. Je sens des fils. Et mon mari me dit, enfin, il m'a procuré, hein. Oui. Il me dit que il voit pas. Il a la cataracte. D'accord. Donc, il voit moins de choses que moi. Et j'ai tendance dans les coins à voir des bêtes. Et je pense que c'est la poussière, parce que j'ai une femme de ménage, mais elle ne pas dans les coins. Et c'est quoi comme bête? C'est des bêtes brunes. La tête, elle est en espèce de losange. Elles sont brunes. Elles n'ont pas de pattes. J'en ai vu plein chez nous, alors je sais. Voilà, donc dans cette deuxième vidéo, la patiente a à la fois des hallucinations visuelles et qu'elle ne saura pas critiquer. Elle est vraiment convaincue que c'est sa femme de ménage qui ne fait pas correctement le ménage. Elle a en plus ces hallucinations somesthésiques qui sont exceptionnelles, enfin en tout cas très très rares chez un patient parkinsonien. Et cette patiente a une démence à corps de Lévy. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, dans l'échelle d'évaluation des patients parkinsoniens, l'échelle MDS-UPDRS, vous pouvez coter ces phénomènes hallucinatoires en partant d'hallucinations légères, sensations d'onde dont je vous parlais, jusqu'aux hallucinations complexes et aux idées vraiment délirantes sans critique de la part du patient. Les facteurs associés aux hallucinations sont principalement les facteurs pharmacologiques qu'on va voir. Il y a beaucoup de facteurs liés à la maladie, comme la présence d'un trouble cognitif dysexécutif, et d'autant plus important jusqu'à la démence, et à ce moment-là, il y aura beaucoup d'hallucinations visuelles, une durée d'évolution de la maladie plus longue, un âge plus avancé, un syndrome dépressif, des troubles du sommeil et un dysfonctionnement visuel, donc n'hésitez pas à faire opérer vos patients de la cataracte si besoin. Il y aurait peut-être certains facteurs génétiques. Bien sûr, c'est la base, mais d'éliminer un trouble métabolique, un facteur infectieux, une chirurgie récente, une anesthésie générale, avant de tout modifier dans les traitements ou d'impliquer la maladie de Parkinson dans ces phénomènes hallucinatoires, c'est la base. Concernant les traitements, voici une proposition de décroissance des traitements si votre patient parkinsonien présente des hallucinations visuelles qui sont gênantes. Donc d'arrêter les anticholinergiques, s'il y en a, la mantadine, la rasagiline. Ensuite, si finalement votre patient n'a que des agonistes et de la dopa, de commencer à privilégier la décroissance des agonistes de façon progressive. On va le revoir. Si le patient est sous pompe apomorphine, ça pose la question de le repasser sous traitement PEROS de dopathérapie ou du dopa éventuellement si on veut garder un traitement continu. Si votre patient est sous Stalevo, donc de retirer l'antacapone et donc de remplacer par de la lévodopa carbidopa, c'est-à-dire du cinémètre.
Si malgré cela, il y a persistance d'une psychose parkinsonienne avec des hallucinations visuelles qui sont gênantes, la clozapine, c'est vraiment notre meilleur ami, c'est le médicament qui a le plus fait ses preuves, avec des doses homéopathiques pour nous neurologues par rapport à nos collègues psychiatres, puisque un demi-comprimé de clozapine 25 mg peut suffire à nettoyer complètement les hallucinations, avec la surveillance de la NFS hebdomadaire pendant 18 semaines, puis mensuelle en raison du risque très rare mais grave d'agranulocytose. Concernant le trouble du contrôle des impulsions, vous avez cette revue qui a été faite par Anna Marquez, qui vous permet d'avoir plus de détails si vous le souhaitez. Il s'agit d'addiction comportementale avec la poursuite d'un comportement excessif, impulsif et répétitif, malgré des conséquences négatives pour l'individu et son entourage, avec des conséquences potentiellement graves et médico-légales. Il y a une incidence cumulée à 5 ans de 46%, donc c'est vraiment très 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 fréquent. Il faut les rechercher avec une incidence annuelle de 10%. Cette incidence, elle est identique dans la population générale chez des patients parkinsoniens non traités. Il s'agit d'alimentation compulsive, donc le patient va grignoter, va manger, se relever la nuit pour grignoter, surtout sur du sucré, ou ne pas pouvoir s'arrêter de manger les paquets de chocolat. Il s'agit de jeux de grattage, jeux de casino, jeux sur Internet, d'achats pathologiques, d'acheter des vêtements dont on n'avait pas besoin, acheter une voiture dont on n'avait pas besoin, de phénomènes d'hypersexualité, augmentation des envies, changement d'envie sexuelle, consommation de vidéos également pornographiques. Il peut y avoir à côté de ça des phénomènes de pounding qui sont des comportements répétitifs, stéréotypés, sans but, des rangements de papier incessants, des phénomènes d'obéisme identiques au pounding mais pour des actions plus élaborées, par exemple monter, démonter une horloge, la remonter, la redémonter, puis à la fin elle est toujours dans le même état, elle est non fonctionnelle. Un syndrome de dysrégulation dopaminergique, donc là c'est le patient qui vient manger ses modopares dispersiques comme si c'était des bonbons et vous le voyez tout le temps dyskinétique à la consultation. Et souvent des comportements associés de déambulation et de collectionnisme. Un monsieur récemment qui collectionnait les cactus, donc c'est vrai que spontanément je n'aurais pas pensé à poser les questions. Donc il faut vraiment faire le Sherlock Holmes et aller rechercher toutes les activités du patient pour dépister ça. La question de la créativité, je vais vous montrer une petite vidéo juste après. On peut prendre la vidéo de gauche. Donc, on avait essayé la dernière fois d'augmenter un petit peu le traitement par pramipexole. Comment est-ce que vous allez ? Le passage de 1,05 0,52 avec le 0,26 a été correct. Par contre, c'est au niveau du passage à 2 mg où je me suis aperçu que je faisais un peu des achats, pas disons compulsifs, mais pas appropriés sur un besoin immédiat. Vous avez acheté quoi ? Un petit rabot, parce que je bricole beaucoup, et je me suis dit, ça peut servir, il n'était pas cher. Bon, ma compagne, en blaguant, me dit, mais ça, c'est un achat compulsif. Je me suis dit, c'est pas compulsif, mais en réfléchissant, c'est vrai que j'en avais pas besoin dans l'immédiat. Vous avez acheté d'autres choses ou pas Non, parce que ça m'a servi de leçon. Par contre, c'est vrai que lorsque je faisais les courses, j'avais un côté fringale, boulimie, presque. Je me voyais sortir de la liste des courses et acheter des gâteaux, des sucreries. Donc ce patient, à la décroissance du pramipexole, a vu son comportement revenir à la normale. C'est vraiment dose dépendant. On peut passer à la deuxième vidéo. Allez-y. Donc ça, c'est un dessin qui a été fait au moment où je prenais 12 cachets par jour, je crois. De Ricky. Donc 12 mg de ropinirole, d'agoniste, très coloré, beaucoup de choses. Après, j'ai diminué. Sur le dessin. Les dessins se sont transformés. Je diminue la dose de ropinirole parce que ce patient n'était pas du tout peintre auparavant. Et ça devient quelque chose plus terne, vous voyez, plus élémentaire. On peut arrêter la vidéo. Merci. Et avant le rééquipe, avant la... Et ce patient était architecte en fait avant. Donc il avait une base de connaissances des dessins, mais il n'avait jamais été peintre avant l'introduction des agonistes dopaminergiques. Concernant les facteurs de risque de troubles du contrôle des impulsions, le facteur de risque principal, c'est vraiment ce traitement par agoniste dopaminergique et ça dépend de la dose et de la durée de traitement. Donc, ça ne suffit pas d'être attentif sur les 6 premiers mois d'introduction. Vous suivez votre patient et à chaque consultation, vous allez avoir ce comportement de Sherlock Holmes à chercher ce trouble du contrôle des impulsions. Je vous rappelle la liste des agonistes dopaminergiques. Et concernant les facteurs de risque non pharmacologiques, le fait d'être un homme,
célibataire et d'avoir un âge jeune lors du début de la maladie, c'est un facteur de risque plus important du contrôle des impulsions. La dépression, on en a beaucoup parlé depuis le début de ce webinaire, qui finalement a beaucoup d'implications dans la maladie. Des antécédents personnels ou familiaux de tabagisme ou d'addiction à d'autres substances, on va plus facilement développer un TCI ensuite. Le trouble du comportement en sommeil paradoxal, on peut lancer la vidéo, je vous remontre ce que c'est, ce sont ces cauchemars agités avec des gestes brusques alors que le patient est en train de dormir, donc c'est complètement différent d'une hallucination, il ne s'en souvient pas du tout, et en général, il est en train de combattre un ennemi pendant la nuit. Voilà, on peut arrêter la vidéo. On peut arrêter la vidéo, merci. Et il y aurait peut-être d'autres facteurs moins certains. Donc la prise en charge, c'est vraiment le dépistage et ensuite la réduction, voire l'arrêt du traitement par agoniste. Vous avez ces échelles de dépistage comme la QUIP, avec des questions sur le casino, Internet, etc., l'échelle d'Ardouin. Et dans le traitement, vous allez diminuer, voire arrêter complètement l'agoniste dopaminergique, mais attention au syndrome de sevrage en agoniste, si vous y allez trop brutalement, qui va se manifester par de l'anxiété, de la dépression, une irritabilité, des sueurs, vraiment en patient pas bien du tout. Puisque vous diminuez l'agoniste, vous allez compenser en augmentant parallèlement les doses de L-Dopa, qui ne va pas vous permettre d'éviter le sevrage, donc toujours cette décroissance progressive des agonistes dopaminergiques, et vous posez la question d'un traitement par dispositif en fonction de l'équilibration du patient. D'autres traitements qui peuvent être utilisés, notamment naltrexone, clozapine ou la TCC. Un dernier mot sur l'apathie. C'est encore très difficile pour nous d'identifier quels patients vont être apathiques en post-opératoire, parce que c'est une question qu'on a beaucoup, c'est quel est le risque d'être apathique après stimulation cérébrale profonde des noyaux sous-thalamiques, et notre collègue Mathieu Béraud à Besançon a beaucoup travaillé dessus, et il semblerait qu'en cas d'apathie limbique préexistante, les patients seraient plutôt des bons candidats à la stimulation cérébrale profonde, alors qu'en cas d'apathie cognitive préexistante, là, on aurait plutôt une aggravation de ces phénomènes. D'où l'importance d'un bilan neuropsychologique détaillé avant d'adresser les patients pour stimulation cérébrale profonde. Et c'est probablement des pistes intéressantes pour mieux comprendre l'apathie. Je vous remercie pour votre attention. Donc, nos patients ne sont pas fous, ils ne sont pas demi-fous non plus, donc soyons bien responsables dans la gestion des traitements dopaminergiques que nous leur donnons. Merci beaucoup Solène pour cette présentation très éclairante sur la prise en charge des manifestations psychiatriques chez les patients parkinsoniens. Merci à tous effectivement de l'être sur scène. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans l'item questions. On en a déjà quelques-unes, je crois, pour le professeur Drapier, Guilhem. Oui, alors le docteur Adèle Forzan posait la question notamment de comment différencier la manie classique d'une manie induite aux agonistes dans un premier temps, si j'ai bien compris la question, et aussi si finalement savoir si un trouble bipolaire, quand il est comorbide d'une manie de Parkinson, peut évoluer indépendamment de la manie de Parkinson ou non, même si ça semble compliqué de pouvoir démêler ces deux choses-là. Oui, merci. Alors, c'est vrai que sur le plan clinique, c'est pas toujours facile de faire la part des choses entre les manies induites dans le domaine parkinsonien. On voit bien que dès qu'on bouge un petit peu quand même le traitement dopaminergique, on a un petit peu un risque quand même de provoquer au minimum des petits troubles du comportement. Hein. On a vu effectivement ce que vient de développer Solène avec le problème du jeu pathologique et le problème des impulsions qui sont quand même très fréquents et qui peuvent être dépistés dans ces situations-là, alors qui sont quand même un petit peu différentes du trouble bipolaire ou de la manie au sens où nous on la voit et on l'entend en psychiatrie, parce que il n'y a pas tout le cortège des symptômes en fait. Hein. C'est quand même relativement clivé sur soit l'agitation, l'agressivité, l'hostilité parfois, et puis après, effectivement, éventuellement le jeu pathologique, mais c'est vraiment pas des manies, ça, hein, c'est vraiment des tics. Mais si on parle vraiment en fait de la manie, de la sémiologie, souvent on n'a pas tous les items en fait de l'accélération psychique, de la ludicité, enfin de tout ce qui fait le cortège classique du trouble bipolaire, donc on peut un petit peu distinguer ça, et surtout c'est extrêmement sensible à la variation finalement du niveau dopaminergique et de la régulation du traitement, et ça permet quand même
discriminer un petit peu les choses. Malgré tout, quand on a des patients qui sont extrêmement sensibles à ces variations dopaminergiques, il faut quand même s'interroger sur l'existence d'un trouble bipolaire associé. Comorbide, je pense que c'est plus que comorbide, hein, pour répondre à ta deuxième question, c'est-à-dire que les études montrent quand même très clairement en fait des liens qui sont étroits et qui sont pas simplement épidémiologiques par le hasard, c'est-à-dire d'avoir pas de chance en gros et en fait d'avoir à la fois un trouble bipolaire et un Parkinson. C'est plus intime que ça. Et donc quand on est parkinsonien, on est vraiment à risque de trouble bipolaire, et quand on est bipolaire, on est plus à risque que d'autres de développer en fait des maladies parkinsoniennes. Donc c'est vraiment des liens qui sont précis. Ok, merci de ta réponse. En fait, c'est vrai que du coup, elle nous a permis de préciser aussi l'aspect. C'est en fait finalement dans les études qui ont été faites pour aller un peu plus loin dans la question trouble bipolaire, maladie de Parkinson. Est-ce que tu sais si dans les critères d'inclusion en fait de ces patients-là, finalement, les patients qui y sont inclus sont des patients qui ont été inclus avec le diagnostic de trouble bipolaire dans les suites d'une manie induite, par agonisme par exemple, ou si ça pouvait être aussi un épisode maniaque qui était peut-être plus ancien dans les antécédents, ou pas du tout induit soit par des traitements, soit de manière concomitante à l'apparition de troubles moteurs de la maladie de Parkinson par exemple. En fait, dans les études, c'est vrai qu'il y a eu en fait très très longtemps un petit peu, enfin en fait, par exemple, je pense aux jeux pathologiques encore une fois, mais aussi à toutes les autres anomalies du comportement induites. Il y a eu pas mal de flou diagnostic finalement dans les diagnostics et dans les inclusions en fait du coup dans les études où au tout début de l'histoire, c'est vrai qu'on a pris ça pour des manies, ça n'en sont pas. Et que dans les études, il faut être effectivement extrêmement vigilant aux critères d'inclusion, c'est-à-dire que les critères d'inclusion entre des patients qui sont déjà bipolaires et qui font des virages maniaques sous agonistes, c'est évidemment pas la même chose que des gens qui ne le seraient pas et qui vont faire en fait des manies induites. Et donc, il arrive qu'il y ait des études effectivement qui fassent l'amalgame entre tout ça, et il faut être assez vigilant sur ces critères parce que c'est quand même deux choses vraiment différentes quand même. Ok, merci beaucoup. Il y avait aussi une question pour Béatrice, notamment par rapport à ce que tu disais sur cette incidence entre troubles neurologiques fonctionnels et maladie de Parkinson. Dans les dernières slides que tu présentais, tu expliquais que finalement, dans ta pratique clinique, tu utilisais souvent quand même le DaTscan pour aller un peu plus loin dans ta réflexion sur le plan clinique et diagnostic. Est-ce que tu aurais des conseils à donner sur des formes de recommandations finalement sur quel type de patient pourrait relever de cet examen-là? Est-ce que on va plus le faire chez des hommes, des femmes, en fonction de l'âge aussi de l'apparition du trouble neurologique fonctionnel? Oui, alors merci pour cette question. C'est vrai que je vous ai présenté tous les signes cliniques qui permettent de distinguer Parkinson fonctionnel, Parkinson neurodégénératif. En fait, en pratique, c'est très difficile cliniquement quand même, notamment parce que on peut avoir les deux maladies ensemble et qu'on se trompe en fait pas mal. Alors, c'est quand même le Parkinson fonctionnel reste une présentation clinique du TNF qui est assez rare. Vous voyez, 9 patients sur 500 patients vus à la Pitié entre 2008 et 2016. Ça reste une petite proportion de patients. Mais quand on a ce doute, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter, en fait. Il faut faire un DaTscan systématiquement. On a vu des patients pour qui on a parié que c'était un Parkinson fonctionnel et il y avait une dénervation dopaminergique, et c'est quand même important de le savoir pour apporter les deux prises en charge. Et à contrario, on a vu des patients pour lesquels on était sûr que c'était un Parkinson, et puis à un moment dans l'évolution, il y a un doute parce qu'ils ne répondent pas bien au traitement, on fait un DaTscan et en fait, il n'est pas dénervé, et on redresse le diagnostic, on se rend compte que c'est un TNF. Donc, il faut rester, je pense, modeste. On a accès à cet examen, et ça, c'est une indication qui est justifiée, même si elle ne fait pas partie de l'AMM, tout aussi justifiée qu'on peut le faire pour distinguer tremblement essentiel de tremblement parkinsonien. Donc, en gros, ouais, systématiquement, quand on a un doute. Et que ce soit une femme, un homme, qu'il ait ou elle ait 40 ans ou 60 ans, parce que Parkinson précoce, ça existe.
Ok. Et pour des psychiatres moins Merci aguerris, beaucoup, justement, Béatrice. je me permets juste pour finir, parce que je trouve ça intéressant, parce que en tant que neurologue, je pense que vous êtes plus sensibilisé que nous en tant que psychiatre, mais en termes de sensibilité, de spécificité de cet examen de DATSCAN, est-ce qu'on peut avoir des faux positifs, des faux négatifs, et qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, il y a clairement des faux positifs, en fait, liés au fait que le produit injecté coûte cher et donc certains centres vont injecter des doses plus faibles. Donc ça, c'est un élément à avoir en tête, c'est bien vérifier où ça a été fait et quelle est la quantité qui a été injectée en termes de produits radioactifs. C'est un des facteurs qui va augmenter le risque de faux positifs. Après, des faux négatifs, aucun examen a une spécificité de 100%, mais c'est quand même un examen qui va identifier très bien la dénervation dopaminergique qui est présente avant même qu'il y ait des symptômes moteurs. Donc, je crois que quand même, on peut reposer assez fiablement. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Solène, qui est plus experte que moi de la maladie de Parkinson, mais je pense qu'on peut quand même vraiment reposer sur ce diagnostic pour la maladie de Parkinson dans sa forme classique neurodégénérative. Tout à fait d'accord avec toi. Une entière confiance au DATSCAN à partir du moment où on connaît le médecin de médecine nucléaire qui la pratique. Donc il faut faire des liens avec les médecins nucléaires. Ce qui est un point important. Alors, une petite question pour Béatrice, mais aussi Solène, hein, quand tu dis qu'effectivement la perte dopaminergique pourrait favoriser l'apparition d'un TNF, que finalement une pathologie neurologique préexistante pourrait favoriser un trouble neurologique fonctionnel, c'est quelque chose qu'on connaît bien entre épilepsie et crise fonctionnelle dissociative. Comment vous expliquez cela? Que tu peux rentrer un petit peu plus, ou aussi avec Guilhem, qui connaît bien ces sujets, pour éclairer cette prédisposition? Est-ce que c'est aussi en lien avec finalement la manière d'appréhender le mouvement et l'interoception liée au mouvement qui est perturbée dans les troubles neurologiques fonctionnels? Alors, moi, je trouve que la manière la plus facile de le comprendre, c'est que l'existence d'un trouble moteur lié à l'atteinte des voies dopaminergiques va faire qu'il n'y aura plus un mouvement, le mouvement réalisé ne correspondra pas vraiment à ce que le patient a voulu faire. Et ça va augmenter l'attention du patient vis-à-vis de son membre. Et on sait que ces processus attentionnels font partie des éléments clés dans la physiopathologie et des troubles neurologiques fonctionnels. C'est quelque chose en fait qu'on identifie, qu'on voit à l'examen clinique, c'est-à-dire dès qu'on détourne l'attention du patient, le symptôme s'améliore. C'est évidemment évident en fait dans le cadre du tremblement fonctionnel. Et donc voilà, c'est comme ça que je trouve c'est le plus simple à comprendre, en tout cas ce lien entre maladie neurologique finalement, même quelle qu'elle soit, hein, et troubles neurologiques fonctionnels. Et je trouve que c'est particulièrement pertinent pour la maladie de Parkinson. Après, sur les liens avec l'interoception, j'avoue que je ne pourrais pas donner une réponse bien claire aujourd'hui. Guilhem, c'est vrai que en fait, il y a des travaux sur l'inférence interoceptive dans les troubles neurologiques fonctionnels qui est un élément intéressant, et c'est un peu grandissant dans la littérature pour ça, c'est que on étudie de plus en plus la manière dont communique le cerveau avec le corps et vice versa, et des processus top-down ou bottom-up, comme on aime bien dire. Et l'idée, c'est que en effet, la perte dopaminergique, elle peut influencer notre perception du corps, du mouvement, et aussi du coup ce que va réceptionner comme information le cerveau dans le cadre du mouvement, qui va modifier en fait la manière dont il va prédire le mouvement. Et du coup, ça peut modifier les schémas moteurs et amener à une expression d'un trouble neurologique fonctionnel dans ce cadre-là. C'est assez intéressant du coup d'aller un peu plus loin sur ces problématiques, et ça peut être une façon de l'expliquer. Alors, il faut mettre des mots peut-être plus simples, mais de l'expliquer comme ça aussi aux patients, et ça, c'est assez cohérent dans ce sens-là, de se dire qu'on peut avoir un trouble neurologique fonctionnel et aussi des manifestations de Parkinson dans le même temps. Tout à fait, et le détournement par l'attention n'a rien à voir avec un symptôme simulé qui serait fait effectivement de manière consciente par les patients, hein. C'est bien des processus beaucoup plus complexes sur le détournement de l'attention et probablement des ressources cérébrales et de l'activation qui va se faire dans différentes zones
pour expliquer ces modifications de mouvement. Alors, je suis désolée, ma connexion s'est atténuée. Je pense que Solène aussi au CHRU de Nancy. Et on a perdu nos caméras. Mais en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions urgentes, on voulait vous remercier vivement d'avoir assisté à ce webinaire, remercier nos 3 brillants intervenants et vous parler du prochain webinaire de l'AFPBN qui sera sur la plainte d'hypersomnolence qui est portée par 2 sections très actives qui sont SOPSI sur les troubles du sommeil et par la section neuropsychopharmacologie. Donc n'hésitez pas de vous inscrire. Bien sûr, tous les webinaires sont à voir et à revoir et vous pouvez les conseiller à vos collègues sur le site de l'AFPBN et n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette association. Merci à tous. Merci, bonne fin de journée. Merci beaucoup.